Amis du shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'échange et de la valeur des pièces. Comme dans tous les jeux stratégie, la dimension matérielle est fondamentale au shogi. En effet, au début de la partie, vous avez deux armées qui s'affrontent, et ces deux armées sont égales en force et en nombre. Rapidement, un débutant comprend instinctivement que prendre un avantage matériel est un chemin qui peut mener vers la victoire, et qu'à l'inverse, se voir infliger un retard matériel mène souvent vers la défaite. Mais comme les deux joueurs sont conscients de cela, il est rare de pouvoir capturer une pièce gratuitement, ce qu'on appelle gagner une pièce sèche ou gagner une pièce sans compensation. Votre adversaire ne vous laissera pas faire aussi facilement et vous devrez probablement vous contenter dans un premier temps de moindres avantages, d'avantages dits invisibles, et cela passera probablement par des échanges de pièces. Alors cela nous mène vers la question suivante, qu'est-ce qu'un échange de pièces? Un échange de pièces pourrait se définir comme étant des captures réciproques de pièces de chaque joueur. Ici par exemple, Sente capture un général d'or, et Goté reprend également un général d'or, chacun ayant capturé un général d'or. Autre exemple, ici Sente donne un pion qui se fait capturer, et ensuite Sente reprend un pion, chacun ayant capturé un pion. Un échange de pièces n'est donc pas une capture unilatérale, au contraire c'est un échange où chacun repart avec quelque chose. Or, pour savoir si un échange est équitable, favorable ou défavorable, il faut notamment connaître la valeur des pièces. Sachez en préambule que la valeur théorique des pièces au shogi n'est pas complètement établie comme ça peut l'être le cas aux échecs occidentaux. En effet, il subsiste un désaccord sur ce point entre les joueurs professionnels. Si vous allez sur le site shogigunjin.fr, qui est le site internet de notre champion de France actuel, vous pourrez voir deux échelles différentes d'évaluation des pièces, l'échelle de Tanigawa et l'échelle de Sato. Vous voyez tout de suite qu'il y a quelques points communs, mais également quelques divergences. Les points communs, c'est en particulier la hiérarchie des pièces, avec le pion qui est le plus faible, ensuite la lance, le cavalier, l'argent, l'or, le fou et la tour. Les divergences porte sur l'écart qu'il y a entre la valeur de chacune des pièces. Vous voyez, première échelle qui va de 1 à 10, tandis que la deuxième échelle va de 1 à 19. Et si vous cherchez sur d'autres sites, vous trouverez probablement encore d'autres propositions d'évaluation. Mais ce qui est probablement plus utile pour vous, c'est de retenir uniquement les ordres de grandeur suivants. Première catégorie de pièces, les pièces les plus fortes qui sont la tour et le fou. Ces deux pièces sont les deux seules pièces qui attaquent à distance, si on accepte évidemment la lance, mais qui est extrêmement contrainte dans son mouvement. La tour est considérée comme plus forte que le fou, puisqu'elle est plus mobile. Elle peut se déplacer sur tout le plateau, alors que le fou aura besoin d'être promu ou parachuté pour atteindre l'ensemble des cases du plateau. Cette première catégorie de pièces est plus forte que la deuxième catégorie, qui se compose des généraux, le général d'or et le général d'argent. Alors, le général d'or est un petit peu plus fort que le général d'argent, puisque le général d'or connaît 6 cases de mouvement, tandis que le général d'argent connaît 5. Cette deuxième catégorie de pièces, qui sont les généraux, est plus forte que la troisième catégorie, qui est composée des pièces faibles, le cavalier et la lance. Certaines évaluations placent ces deux pièces à égalité, en tout cas, s'il y en a une qui est devant l'autre, c'est systématiquement le cavalier. La taille des pièces est un indice également pour savoir lesquelles sont les plus fortes, puisque la tour et le fou sont les pièces les plus grosses, elles sont aussi grosses que le roi. Les généraux ensuite sont un petit peu plus petits, mais sont plus grands que le cavalier et la lance, qui eux-mêmes sont un petit peu plus grands encore que le pion, qui est la pièce la plus petite sur le plateau. Le roi, quant à lui, n'est pas la pièce la plus forte, mais la plus importante, puisque si vous perdez votre roi, la partie est perdue, et au contraire, si vous capturez le roi de l'adversaire, vous avez gagné la partie. Pour finir, le pion est la pièce la plus faible. Voyons maintenant la relation entre les catégories. Alors, sachez que une tour ou un fou sera plus faible que deux généraux d'or ou d'argent. De la même manière, un général d'or ou un général d'argent sera plus faible que deux cavaliers, deux lances ou une de chaque. Enfin, un cavalier ou une lance aura la valeur approximative de 3 pions. Il faut ensuite envisager la valeur des pièces lorsqu'elles sont promues.
En effet, promouvoir une tour en dragon ou un fou en Pégase augmente considérablement la valeur de cette pièce. D'ailleurs, un proverbe dit qu'un Pégase, c'est-à-dire un fou promu en défense, a la valeur de 3 généraux. Si on se base sur ce proverbe, on peut estimer que promouvoir une tour ou un fou améliore la valeur théorique de la pièce jusqu'à environ 1,5 fois, ce qui est déjà extrêmement important. Sachez que la pièce qui profite le plus de la promotion, c'est le pion. Alors donc le pion, lorsqu'il est promu, le pion gagne le mouvement du général d'or, mais lorsqu'il se fait capturer, il redevient simple petit pion. Si bien que un proverbe dit qu'un pion promu a la valeur de 2 généraux. A l'inverse, la pièce qui profite le moins de la promotion, c'est le général d'argent, puisque lorsque le général d'argent est promu, il gagne le mouvement du général d'or et qu'il y a peu d'écart de valeur entre les deux pièces. Enfin, le cavalier et la lance, lorsqu'elles sont promues, ont une valeur approximative qui se situe entre le pion promu et le général d'argent promu. La raison étant toujours que lorsque vous faites capturer vos pièces promues, l'adversaire récupère des pièces qui sont de moindre valeur. Enfin, pour être tout à fait complet sur le sujet de la valeur théorique des pièces, il faudra également envisager la valeur des pièces lorsqu'elles sont en main, puisque cette valeur peut différer de la valeur de la même pièce déjà sur le plateau. Mais pour ça, je vous laisserai regarder sur la page Wikipédia si ça vous intéresse, qui propose également une évaluation spécifique pour les pièces en main. J'aimerais maintenant revenir un instant sur le token, le pion promu. Nous avons dit tout à l'heure que le pion promu avait la valeur de 2 généraux, et pourtant il est très profitable souvent d'échanger un token contre un général d'or si vous le pouvez. Cela peut sembler assez paradoxal. En réalité, pour lever ce paradoxe, en plus de la valeur théorique des pièces, il faut également envisager la valeur dynamique des pièces et de la position dans votre évaluation. Or, la valeur dynamique des pièces et de la position dépend de 2 facteurs principaux, le potentiel et le trait. Alors le trait tout d'abord, le trait c'est le terme pour désigner le joueur à qui c'est le tour de jouer. Donc ici imaginons Sente capture le fou, derrière Gauthier reprend le général d'or. Dans cette situation, Sente a échangé son général d'or contre le fou, donc il a un gain matériel et c'est à lui de jouer. Comparons maintenant avec cette situation complètement différente dans laquelle Sente déplace son général d'or pour menacer de capturer le fou ou la tour. Dans cette situation, Gauthier peut déplacer sa tour pour capturer le général d'or. Et là seulement, Sente va capturer le fou. Dans cette situation, il y a également un échange de général d'or contre un fou. Donc d'un point de vue matériel, c'est strictement identique à l'exemple précédent. D'un point de vue dynamique, c'est complètement différent, puisque dans cette position, désormais, c'est à Gauthier de jouer, et là, Gauthier a plein d'options, déplacer sa tour, parachuter général d'or qui vient de capturer, ou tout autre coup qu'il jugerait utile. Vous voyez bien que dans les deux cas, le premier échange est très intéressant, le deuxième l'est probablement beaucoup moins. Voyons enfin la notion de potentiel. Alors le potentiel, c'est une notion très complexe qui mériterait une vidéo entière, juste consacrée à cette notion qu'on pourrait qualifier également de sabaki pour utiliser un terme japonais. Là, envisageons cette position pour avoir une première idée de ce que représente cette notion de potentiel. Alors dans cette position, on a 2 choses très intéressantes. La première chose intéressante, c'est les fous qui sont vis-à-vis et la tour de Gauthier qui exerce une très belle influence sur la colonne ouverte. Alors, imaginons maintenant que Sente capture le fou et que Gauthier reprenne le fou. Dans cette situation, l'échange matériel est complètement équitable puisque chacun récupère un fou en main. Mais la grosse différence, c'est qu'auparavant, la tour de Gauthier exerçait une influence sur la colonne ouverte, alors que désormais, la tour a été déviée par cet échange et le potentiel de la tour est bien moindre sur la 2e colonne que précédemment sur la 3e colonne qui était une colonne ouverte. Donc en fait, Sente, en échangeant les fous, en faisant un échange matériel qui est strictement identique, a obtenu un gain dynamique dans la position en réduisant le potentiel de la tour de Gauthier. Voilà, j'espère que l'explication est suffisamment claire. En résumé, j'espère que vous retiendrez de cette vidéo que, évidemment, le matériel est une chose très importante au shogi, mais pas forcément toujours déterminant, et qu'il y a d'autres critères qui sont très importants à prendre en compte, notamment, donc, comme on l'a vu, le trait et le potentiel.
C'est pourquoi j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux évaluer les échanges, à mieux savoir si l'échange de pièces que vous souhaitez faire est équitable, favorable ou défavorable. Merci, à bientôt.